l'abîme. Salut à toutes et tous et bienvenue au 25e épisode d'En Regard à l'abîme. Salut Jules. Salut. Encore une fois, on ne rattrape pas les retards, mais on va y arriver un jour. La prochaine fois, on le rattrape. Ouais, chaque fois. Bon, si on gagne une petite semaine, peut-être on arrivera. Ouais, Bon. non, mais là, Bon, c'est la Bible, dans voilà. 15 jours, on y retourne. On s'était un objectif de faire un par mois. Là, on a dérapé des 15 jours. Il va falloir rattraper ces 15 jours. C'est ça. Voilà. Mais ça fait un par mois quand même. Oui, mais de 15 jours. C'est Donc, ça. si on cumule, finalement. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de rattraper des chroniques que j'avais dans la poche depuis un moment et qui ne sortent pas et qui ça coïncidait sur des trucs divers comme les Oscars, etc. Notamment pour une que j'en parlerai. Donc, je vais chroniquer deux films. De ton côté? Moi, je vais parler d'un roman et d'une série. Ben, nickel. Et moi, je vais faire deux petits, pour changer, parce que, en fait, bon, je ne sais pas toi, mais au moins moi, chaque fois, c'est les derniers arrivés, derniers servis, parce qu'on voit tellement de trucs, que ce soit des séries, des bouquins, des comics, des BD, des machins, etc., que finalement, les derniers qu'on a vus, c'est celui qui est chronique. Oui. Et encore, cette mois-ci, je n'ai vu énormément de trucs. Il y a deux trucs que je dois quand même une petite mention d'honneur à les dire. Je vais faire hyper bref, genre 1 minute chacun. D'un côté, j'étais hyper surpris de The Crow. J'ai regardé la dernière version de The Crow vu tous les shitstorms qu'il a eu sur ce film. Et après l'avoir regardé, j'ai compris que c'est les pires publicités de l'histoire du cinéma au Palma. D'accord. Parce que ce n'est pas un chef-d'œuvre, hein, faut pas se tromper, mais ce n'est pas la merde qu'il annonce tout le monde. Franchement, Bill Skarsgård il tient un rôle superbe. L'histoire du corbeau, il a été revu. Il rajoute des choses. L'ambiance, il n'est pas si mal que ça. Et j'ai passé un bon moment sur les films que je ne m'attendais pas du tout. Et pour première fois dans la chaîne, je vais faire une mention de surtout pas aller voir ce film. Si quelqu'un il a regardé, j'avais chroniqué il y a quelque temps les bouquins de Stan Halt d'Electric Estate. S'il te plaît, ne regardez pas la merde de Netflix. C'est une insulte à l'œuvre de l'auteur. C'est une insulte avec tous les mots. Donc, c'est un foutage de gueule. C'est à la limite, est-ce pour un IA, ChatGPT a écrit des scripts. Ils ont avengerisé le truc, non? Parce qu'il n'y a pas le côté du tout. Ils sont rien. C'est de la merde. C'est la merde en barre. Parce que de souvenir, quand on en avait parlé, ça avait l'air d'être un truc plutôt contemplatif. Oui. Et là, sur la bande-annonce, il n'y a que des explosions, en fait. Oui. J'ai pas regardé, oui. hein. Non, mais non, je regardais le début et ça m'a suffi. Ah, d'accord. Ça m'a suffi. Le générique ou t'as... Et je regardais des images, je suis allé chercher les scripts, etc. parce que je ne voulais pas donner début à ce truc-là. Et franchement, c'est une honte. Une honte. Voilà. Sur ce, je te laisse commencer ta chronique. Allez. Promis, je parlerai pas mal des films, des trucs que j'aime pas, je préfère pas en parler. Mais là, c'est gros, c'est un insulte. Quoi. Oui, mais moi, je l'ai pas lu. Hein. J'avais juste feuilleté quand tu as fait la chronique. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, rien que la bande-annonce m'a déçu en fait par rapport au visuel que j'avais. C'est ça. Du coup, je ne m'y suis pas lancé. Mais dans les 5 premières minutes du film, il te chie sur toute l'histoire du bouquin. Ouais. Dans les 5 premières minutes. Ouais, ça, c'est les réécritures à Netflix. C'est bon, bref. Il allait voir cette côté parce que là, dans les films, il part sur les trucs les robots, la guerre. Quand là, c'est en sorte des mondes, des déchéances du monde, tout perdu, avec des cimetières, des robots à droite gauche. Là, se transforme en des attractions de cinéma. Bon, bref. Allez. C'est honteux. Allez, pardon. Et, il fallait faire un film à grand succès. Grande explosion, alors que ça aurait valu le coup justement d'essayer de coller un film, petit peu. Oui, intimiste, avec des longs plans, mais des trucs. Moi, c'est plus ça que je voyais, tu vois. Et surtout, mais tant pis, mais c'est pour faire des adaptations. Les adaptations, il peut être ouverte. Il ne faut pas forcément qu'il soit au point près à la virgule. On est bien d'accord, mais aussi loin quand même non, de la proposition. Là, c'est vraiment un insulte complet. C'est vraiment
les gars qui ont écrit ça, ils ne sont pas lu les bouquins. Non. Ils ont vu des images, ils sont oh, ils sont jolis ces robots, allez, faites-le en 3D. Ouais. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que j'en avais l'impression, du moins, à la vision de la En plus, c'est super marrant, les seuls bons commentaires qui tirent ce film, c'est l'aspect visuel, et comme par hasard, c'est les seuls trucs qu'ils n'ont pas fait eux, parce qu'il était dans les bouquins. Mais en fait. Terrible. Voilà, c'est ça. Allez. Tu vas commencer pour... On va commencer par le roman. On va parler du petit joueur d'échecs de Yoko Ogawa. Alors, le titre, moi, y a notre ami qui fait les titres français qui est de retour, puisque le titre original c'est Neko wa Daite zo to Oyogu, qui veut dire en traduction vite fait, hein, j'ai fait Google Trad, ne m'en voulez pas, ça veut dire nager avec un chat. Et au final, quand on lit le bouquin, le titre japonais est beaucoup plus poétique et parlant que le petit joueur d'échecs français. Ouais, bon, on est sur cette dynamique de penser qu'on est con et qu'il faut tout nous expliquer. Bon voilà, donc c'est un bouquin qui est sorti au Japon en 2009 et qui est sorti en France en 2013 aux éditions Actes Sud. L'édition que moi je vous ai montrée à l'écran, c'est l'édition de poche chez Babel qui date de 2015. C'est un roman dont le thème est plutôt c'est poétique, onirique, un parcours initiatique avec teinté de fantastique aussi. C'est un livre assez difficile à classer, mais c'est ce qui m'a plu dans ce roman. Donc il est écrit par Yoko Ogawa, qui est une autrice japonaise née en 1962. Ses premiers émois littéraires sont originaux, hein, puisque elle a grandi dans une famille qui était plutôt dans la médecine et qui avait plutôt une bibliothèque fournie. Et donc, quand elle était à la limite de l'adolescence, ses premiers émois littéraires sont le journal d'Anne Frank, auquel elle a consacré un essai quand elle est devenue écrivain, et l'encyclopédie de la médecine domestique qu'elle a chapardée dans la bibliothèque de ses parents. Donc le hasard fait faire des rencontres parfois détonnantes. Au cours de ses études, elle rencontre... Mais tu as raison sur la traduction. Pardon. C'est bien les chats à côté de l'eau. Après, mon japonais c'est balbutiant, mais... En tout cas, il n'y a pas d'échecs ni joueurs dedans. Et donc, au cours de ses études, elle va rencontrer des mentors. Elle va rencontrer littérairement des mentors tels que Haruki Murakami, F. Scott Fitzgerald, Truman Capote, Paul Auster et Marguerite Duras. C'est les auteurs qu'elle cite comme ses mentors entre guillemets. Elle est diplômée de lettres de l'université de Waseda, donc c'est une université privée à Tokyo. Elle attaque rapidement entre guillemets une carrière d'écrivaine au début des années 90. Elle va abandonner le travail qu'elle avait juste avant à son mariage pour écrire. En fait, pendant que son mari est au travail, elle en profite pour écrire. Au début pour elle, et après il s'avère que ça devient une passion et qu'elle essaye de se faire publier, que ça marche. Et donc vous allez peut-être vous dire que c'est court d'écrire pendant que son mari travaille, mais au Japon en fait ça laisse beaucoup de temps libre en vrai. Ça vient de me tuer ça. Je viens de trouver les titres espagnols. Et alors? Il est traduit dansant avec l'éléphant et le chat. Ouais, ça se rapproche plus du titre japonais déjà. Ils ont rajouté l'éléphant parce que sur la couverture il y a un éléphant. Voilà. Donc elle gagne de nombreux prix littéraires assez rapidement au cours de sa carrière, notamment le prix Akutagawa pour son premier roman, il me semble, ou un de ses premiers romans. C'est l'équivalent, le prix Akutagawa, c'est l'équivalent du Goncourt en France, au Japon. En 1991, pour son roman La grossesse. Elle gagne en tout une dizaine de prix au Japon, autant au Japon qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Donc c'est une autrice qui s'exporte bien.
Elle est traduite en tout dans une dizaine de langues et elle rencontre un certain succès en France, dont une adaptation d'une de ses nouvelles est sortie au cinéma en 2005, qui s'appelle L'Annulaire, avec Olga Kurilenko. Donc tout confondu, nouvelles, romans, essais et autres écrits. Elle a écrit plus d'une soixantaine d'ouvrages dont tous ne sont pas encore traduits en France. En France, on en a à peu près la moitié. La moitié de ses productions ont été traduites, le reste soit est en cours de traduction. Curiosité, j'arrête. Ça, c'est les titres normalement traduits littéralement. D'accord. Tenez un chat et nager avec les éléphants. D'accord. Ok. Donc, les petits joueurs d'échecs. Voilà, c'est pareil. Je vois pas la différence en fait. Non, moi non plus. Et donc, le petit joueur d'échecs est le 10e de ses romans sortis en France du moins, sur les 13 qui sont déjà traduits. Le roman est traduit par Rose-Marie Makino-Fayol. Je donne le nom quand même parce qu'elle a bossé aussi. Donc que nous raconte ce roman? Attention, cela étant dit, je vais faire quand même mention. Ce n'est pas parce qu'on se fout de la gueule du titre, peut-être il a choisi au bon gré, pour une bonne raison, ou peut-être c'est pas elle, c'est l'éditeur. Bon, déjà, il n'y a pas le mot enfer dedans. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, si ce serait les mots enfer, ça ne sera pas elle, c'est sûr. C'est ça. À tous les coups. Les petits joueurs d'enfer. Les petits joueurs d'échecs de l'enfer. Donc, le livre va nous raconter le destin d'un jeune garçon né sans bouche et dont une intervention chirurgicale ainsi qu'une greffe furent pratiquées pour lui en donner une en fait. Cette bouche artificielle est créée à partir de peau de la cuisse ou de la jambe, je ne me souviens plus précisément. Ces lèvres ont la particularité d'avoir, en grandissant, un duvet puis des poils qui y poussent. Parce que ça vient de la jambe. Donc on y revient souvent dans la description. Une des descriptions physiques, c'est les poils qui poussent sur la lèvre. Il gardera un souvenir profondément humiliant ou tout du moins incompréhensible de cette mutilation, puisque la particularité, c'est qu'il se souvient de la naissance et il se souvient de son intervention chirurgicale. Et donc le garçon sera profondément mutique, ne parlant qu'en de rares occasions et préférant se perdre dans son imaginaire. Il rencontre d'ailleurs souvent ses deux amis, donc dans ses rêves. Il va rencontrer Indira, qui est le fantôme d'une éléphante ayant passé sa vie sur le toit d'un centre commercial, puisqu'elle était trop grosse pour redescendre. Parce qu'en fait, ils avaient accueilli un éléphanto pour une espèce d'exposition qui a duré plus longtemps que prévu. Et quand ils ont voulu ramener l'éléphant au zoo, en fait, il ne rentrait plus dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur. Et il ne pouvait plus redescendre. Il avait peur de descendre les escaliers, tout ça. Donc il a passé sa vie sur le toit. Et ensuite, sa deuxième amie, c'est Mira. C'est le fantôme d'une petite fille ayant tenté de passer dans l'étroit espace entre la maison de ses grands-parents et celle du voisin. La légende urbaine dit qu'elle y a disparu et qu'elle y est bloquée à tout jamais. Donc le petit héros n'a plus ses parents et vit avec son frère et ses grands-parents. À part son grand-père... c'est pas français ce que j'ai écrit, bon c'est pas grave. Donc il vit avec ses grands-parents. Donc son grand-père, il est réparateur de meubles et il lui confectionne un lit placard qui est le seul endroit où il se sente bien. C'est un endroit très exigu où il faut normalement quelqu'un de claustrophobe ne s'y sentirait pas en sécurité. Bon, mais lui c'est son havre de paix en fait. Étant différent, tant physiquement que dans son comportement, il est également le souffre-douleur de ses camarades. Un jour, en arrivant plutôt à son école, il découvre un cadavre flottant dans une piscine. Et une rapide enquête révèle que le noyé était un chauffeur de bus. Donc il a un rapport particulier aussi, on le comprend avec Indira, avec Mira et avec cette découverte qu'il a un rapport particulier à la mort. Et donc le petit garçon décide de passer un soir après l'école à son travail pour en quelque sorte rendre hommage
et savoir comment était le chauffeur de bus, puisqu'il est triste qu'il soit mort tout seul en fait. Il va faire alors une rencontre qui va changer sa vie. Au milieu de la cour du travail, de là où il y a les bus, dans une sorte de terrain vague, il y a un bus ne pouvant plus rouler où vit un homme de très forte corpulence qui s'est créé un vrai cocon où il ne manque de rien. L'homme est doux et adore préparer toutes sortes de pâtisseries et il est également passionné par les échecs. Un lien d'amitié quasi filial se noue alors entre les deux personnages autour de l'échiquier et de goûter extraordinaire et accompagné par le chat qui observe les parties et qui s'appelle Pion. Le maître, c'est ainsi que le nomme le petit joueur d'échecs, ne lui apprend pas seulement les règles du jeu d'échecs, il lui en conte toute la poésie, insistant sur le fait que c'est une partition qui se joue à deux, dans laquelle chaque adversaire doit se comporter avec honneur. Et c'est lorsque le petit héros se réfugie sous la table de l'échiquier que commence alors son odyssée avec ses joies et également ses drames. Mais il faut toujours et il a toujours en tête la sentence de son maître « Prends ton temps mon garçon ». Donc ça c'est pour l'histoire. Et donc Yoko Ogawa nous propose une œuvre qui est poétique, onirique et parfois très dure. Elle nous présente un conte quasi intemporel et éthéré. En effet, on ne sait pas précisément où et quand se déroule le récit du petit joueur d'échecs. On n'a pas de nom de pays ou de lieu, pas d'époque non plus, même si on comprend vaguement que c'est plus ou moins, ça se passe plus ou moins de nos jours en fait. Les persos eux-mêmes n'ont pas de nom en fait. Ils sont désignés par soit leur fonction, soit leur caractère physique ou moraux. Plus quelques infos qui éveillent notre intérêt mais restent volontairement relativement floues. On sait par exemple que le maître vient d'un pays lointain sans plus et l'on apprend au moment où on le quitte définitivement et on apprend ça au moment où on quitte définitivement le personnage en fait. Donc on se crée une image du maître qui à la fin elle est totalement changée parce que pas de description, on nous dit juste en fait il est d'un pays lointain. Comme tout récit initiatique qui se respecte, nous suivons le garçon durant sa vie avec trois axes principaux. On a dans un premier temps l'enfance avec la découverte, l'apprentissage et l'insouciance. Dans un deuxième temps, on va avoir l'adolescence où c'est la période où on se recherche, on cherche qui on est vraiment, où arrivent les premières épreuves difficiles de la vie et où on se rend compte que tout n'est pas si rose que ça au final. Et enfin l'âge adulte où on a des cicatrices mais on trouve une certaine paix et stabilité. C'est le moment où on fait un peu la place au regret, voire au remords dans certains cas, mais où on a un peu plus d'assises et on sait un peu plus où on va et qui on est. Donc durant ces 3 temps, il y a également 3 lieux principaux où se déroule l'histoire. Donc l'enfance se déroule dans le bus avec le maître, où c'est la phase de l'apprentissage, où c'est plutôt... voilà, ça fait plus penser à un conte de fées, là, un conte Ghibli en quelque sorte. Ensuite, l'adolescence va se passer dans le sous-sol d'un palace, dans une annexe d'un club d'échecs d'un club de jeux d'échecs. Putain, je trouve pas mes mots ce soir. D'un club d'échecs. C'est tard, c'est pour ça. Ouais, voilà, d'un club d'échecs qui a pignon sur rue en fait, qui est très réputé, qui est le club d'échecs le plus select du truc. Mais lui, il est dans une annexe officieuse qui est plutôt sordide. Et le troisième temps, l'âge adulte va se passer dans une maison de retraite dans la montagne au-dessus de la ville. Très japonais pareil. Voilà, dont le seul lien avec la civilisation est une vieille cabine téléphérique qui menace à tout moment de ne plus fonctionner. L'histoire nous présente une certaine magie qui est également à l'œuvre dans l'histoire, puisque Yoko Ogawa nous présente des êtres hors normes, le maître qui grossit à vue d'œil au point de ne plus pouvoir sortir du bus au fur et à mesure que l'apprentissage du petit joueur se fait.
le petit joueur d'échecs lui-même qui, au sortir de l'enfance, décide de ne plus vouloir grandir. Et ça va marcher en fait, c'est-à-dire qu'il décide de ne pas grandir et son corps ne grandit pas. Donc il y a une certaine magie qui est présente. Il gardera donc l'apparence et la taille d'un garçon de à peu près une douzaine d'années et ne grandira plus, si ce n'est la profondeur de son regard qui trahit son âge en fait. La description des parties d'échecs ne sont pas une suite de coups froidement donnés, où on nous donne le nom des cases, où il faut connaître les règles. Hein. On n'est pas en fait obligé de connaître les règles des échecs pour lire ce livre. Nous, en fait, les parties sont décrites comme un plongeon sous un océan immense où les fous deviennent des éléphants déployant leurs oreilles, où les cavaliers sont des chevaux ailés planant au-dessus de la mêlée, où les reines, malgré leur grande force et leur liberté, restent vulnérables et ont besoin d'alliés comme la tour qui est présentée comme une sorte de char d'assaut, les pions qui sont présentés ici comme des pièces capitales alors que voilà, dans un jeu d'échecs oui elles sont capitales mais c'est les pièces les plus faibles alors que là elles ont tout un rôle. Et ces parties sont ouais. Oui, non, mais normalement, oui, ils sont quand même tout en rôle, mais... Oui, mais pas le rôle qu'ils donnent dans, D'accord, dans le livre. Ils ont une métaphore encore plus importante. Donc ces parties sont en plus le moyen de communication choisi par le héros pour s'exprimer et interagir avec les autres en fait. Et en plus, la particularité c'est qu'il ne le fait pas directement puisqu'il le fait sous l'échiquier par l'entremise soit d'une interaction où il se lève et quand il atteint l'adolescence il va le faire par le biais, sous l'échiquier toujours mais par le biais d'un automate qui s'appelle Little Alekin. Little Alekin, c'est le nom d'un champion du monde d'échecs du début du XXe siècle qui était surnommé le poète des échecs en fait. D'accord. Voilà, et il était russe, naturalisé français, il a été champion du monde pendant très longtemps. Et donc nous sommes l'histoire, moi, m'a fait penser quand j'ai lu le livre, c'est le croisement en fait de l'univers un peu de Miyazaki avec des aspects à la Tim Burton un petit peu, où on a ces côtés, ou alors ça peut être aussi que Miyazaki, hein, parce qu'il a des côtés aussi un peu dérangeants dans ses œuvres, par exemple dans Le Voyage de Chihiro, où tout n'est pas bienveillant. Hein. Mais surtout si tu vois les derniers, les voilà. ronds, Ça m'a fait penser un petit peu, on va dire que c'est typique, typique. Non, c'est pas classique non plus. Mais d'après, je n'ai pas lu, donc je ne peux pas avoir un avis concret, mais d'après ce que tu expliques, ça me semble beaucoup à cette sorte de réalisme magique c'est ça. Qui est très courant au Japon. Oui, c'est ça. Dans les histoires. Que ce soit dans les histoires, plus dans la littérature que dans les mangas, etc. Mais c'est un peu imprégné dans tout. C'est ça. Parce que j'ai lu d'autres romans qui ne sont pas forcément... Dans les cinémas, tu les trouves beaucoup. Oui. Cet réalisme magique, cette interaction. Mais c'est vraiment particulier au roman, je trouve, parce que j'ai lu 3-4 romans japonais là, récemment, de 3-4 auteurs différents. Et il y a toujours ce truc de magie, alors plus ou moins bienveillante, tu vois. Mais on retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques. Sur un côté fantasieux, peut-être un peu plus vous les personnages qui grandissent, c'est un côté Tim Burton quand même. Oui, inspiré ou pas, je ne sais rien. Mais... Pour moi, il y a quand même un gros côté Tim Burton. Voilà, mais en fait, moi, c'est parce que c'est. Dans les auteurs qu'elle a ici, culture. Pour ses influences, Oui. Un côté un peu malaisant. Oui. Presque à la Lynch, tu sais. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc pour donner mon avis, le livre m'a d'abord, là pour le coup j'ai fait le PNJ de base, hein. C'est-à-dire que le livre m'a attiré dans un premier temps par sa couverture, je vous la remontre, qui est une couverture un peu atypique.
J'ai plus ou moins été, ouais, j'ai vraiment été attiré par ça. Je l'ai pris en main et à la lecture du 4e de couverture, c'est bon, ma curiosité était piquée. J'ai pourtant mis du temps à m'y plonger dedans, pratiquement 2 ans, je pense. J'ai tourné autour longtemps. Toujours, je l'avais toujours dans un coin de l'œil ou dans un coin de mes pensées, attendant le bon moment opportun pour me tomber dans les mains, en fait. Et à chaque fois que j'allais me le prendre, j'avais un autre livre qui m'attirait. J'y suis pas allé directement dessus. C'était comme une danse à contre-temps, en fait. Hein. Souvent, il s'est éloigné alors que je tentais de m'en approcher. Mais voilà, quand je l'ai pris et quand on a été au même diapason, quelle expérience. Le livre, à partir du moment où je l'ai ouvert, je ne l'ai pas lâché. Il a tout le temps été avec moi. Et il s'est gravé en moi pour rester ancré dans mes pensées bien après qu'il ait retrouvé sa place dans la bibliothèque. Hein. Là, je l'ai ressorti parce que c'était pour vous le montrer, mais sinon, ça faisait un petit moment que j'ai fini de le lire. Et c'est une œuvre poétique qui nous berce, mais qui ne nous ménage pas pour autant. Hein. Parfois, peut-être même, ça peut être très pesant, l'histoire. Cependant, la voix rassurante du maître est toujours là pour nous rattraper. Et si un jour comme moi vous passez devant cet éléphant qui joue aux échecs dans la pénombre, n'hésitez pas à jouer à une partie avec lui. Peut-être vous laissera-t-il indifférent. Moi je souhaite pour ma part que ses oreilles déployées dans l'abîme vous en révèlent toute la beauté et la mélancolie qui s'en dégage. Sympa. Voilà. C'est cool. Ça donne envie tout ça. Ouais, mais si je n'avais pas tellement de bouquins dans la liste à lire, il va encore un autre à mettre dans la liste. Enfin, à moi. À toi. Donc, pour commencer, je vais parler d'un film que j'ai regardé il y a un an, je pense que je t'avais parlé. S'appelle Pig de Nicolas Cage. Bon, Nicolas Cage, c'est l'acteur. Hein. Les réalisateurs, je vais les dire de ce pas, pour pas l'oublier. Réalisateur, en plus, c'est les premiers films en tant que tel, Michael Sarnowski. Il n'a pas fait des tonnes ni des milliers de films. D'après que j'ai vu, il a fait celui-là et après il a fait Quiet Place. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Quiet Place. Je vais le trouver ça. C'est le trou des silences. Attends, je trouve les titres en français. Sans bruit, voilà. Quiet Place. Ah d'accord. Sans bruit. Sans bruit, genre en. C'est la préquelle. D'accord. Apparemment, c'est pas top, mais bon, Pig. Cependant, Pig, c'est un film qu'on avait regardé sans prétention et qu'il m'avait scotché. La fois, je t'avais en parlé il y a longtemps, de mémoire. Donc, de quoi il parle les films? Là, comme j'avais fait la description des bases, c'est l'étrange mélange entre John Wick et Ratatouille. Effectivement. Je simplifie beaucoup parce que c'est ni un ni l'autre, hein, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu ça dans les principes. Il y a le personnage de Nicolas Cage, que c'est un ermite, on ne sait pas trop pourquoi, qui vit perdu dans la montagne et qui a comment s'appelle ça? Il y a une cochonne, mais c'est les cochons qui cherchent des truffes. C'est un cochon truffier. Oui, c'est ça. Cochon, c'est important. Une truite, oui, pardon. Truite. Ah, c'est aussi tard. Donc, il gagne sa vie juste de trouver des truffes. Et qu'à un moment donné, ça passe tout au début, ça passe une scène, il s'est fait kidnapper sa truie. Et lui, il part à la recherche de sa truie. Il s'est vengé, etc. Et à travers ce voyage, tout découvre qui il était, pourquoi il est là. Tout ça sur une sorte de voyage. C'est une sorte de voyage initiatique à l'envers. Parce que tout découvre son histoire, mais lui, en fait, il fait face à son passé. Et pourquoi s'éloigner, pourquoi il est si triste, pourquoi il est si mélancolique.
tout ça sont une sorte d'ambiance, parce qu'à niveau ambiance, c'est un peu ce truc à la John Wick, effectivement, avec des sortes de sociétés plus ou moins secrètes, etc. Mais lui, finalement, c'est un petit spoil, mais c'est mineur. Lui, c'est un cuisinier, mais un cuisinier hyper étoilé, avec la caractéristique spéciale qu'il s'en souvient de tous les plats qu'il a cuisinés dans sa vie. D'accord. Tout. Il est un surdoué complet. Et ça, en quelque sorte, c'est aussi un peu une hantise pour lui. Mais ça, je ne vais pas dévoiler plus de tout film. Et c'est un film que, bon, on connaît tous Nicolas Cage. C'est un gars qui est capable de mieux et de pire. Mais effectivement, autant il fait des films qui sont absolument surjoués, infumables, autant il te fait des films comme celui-là, et des autres, qui sont justes, que tu vois qu'il a envie de faire, et que, alternativement, il te fait un autre projet un peu plus bidon pour se permettre de côté de se faire ce type de projet moins sérieux, plus risqué, on va dire, pour le dire de toute façon. Et là, moi, personnellement, ce voyage, ça m'a pas mal bouleversé en quelque sorte pour tout ça qui découvre, les petites pièces, pourquoi il est là, c'est les chemins psychologiques qui l'ont amené à s'isoler du monde. Et pourquoi? Parce qu'il doit raconter plein de choses. Les rapports avec sa truie, pourquoi il aime autant, pourquoi il est en train de tout détruire autour de lui, de revenir d'un univers qu'il s'avait complètement écarté parce qu'il n'en pouvait plus. Et tout ça mélangé avec des rencontres avec des personnages, etc. Donc finalement, chaque fois qu'il lui rencontre un, tu es au bout des larmes, quoi. Chaque fois, c'est douloureux parce que lui, il doit se remettre en question, faire revivre tout ça qu'il a cassé dans sa vie. Parce que finalement, c'est ça. C'est quelqu'un de déchu, c'est un homme cassé, complètement cassé, qui veut vivre à l'écart de la société, il ne veut plus rien savoir. Et tout ce qu'il fait tout seul dans la montagne, c'est tout simplement pour avoir quoi manger, quoi. Mais tu vois qu'il mange, au début, ça tu le vois aussi la première scène, il mange des canettes, rien à foutre. Et après, c'est un cuisinier au top du top du top. C'est un film sans prétention que m'a touché, personnellement. Dans la façon de jouer, dans la façon d'approcher les personnages, dans cette mélange étrange, parce que ma mention à Ratatouille, c'est pas innocent complètement, c'est pas à l'hasard, parce qu'il y a surtout une scène à la fin du film qui ça me rappelle beaucoup une autre scène de Ratatouille, pour des raisons complètement différentes, et traitées d'une façon complètement différente, mais ils sont les mêmes échos, tu sais. En gros, encore un petit spoil, mais il fait écho à la bouffe comme déclencheur de la mémoire. D'accord. D'accord. Et ça, chacun l'utilisait pour des raisons différentes. Hein. C'est celui qui a vu un et l'autre film de ça de qui je parle. Et les scènes, la vache, il est super. C'est très con, mais il est super bien fait. Très con, quand c'est dit comme des mots comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de sens, mais la façon qu'il est servi, fait, l'effet de que lui, c'est tout ça qu'il a mis dans l'assiette pour les rendre les souvenirs exacts d'un moment précis dans sa vie à la autre personne pour une raison très précise. C'est tout joué. À moi, la formule a tout marché dans ce film-là. Je l'ai trouvé très inspiré. Il y a pas mal des acteurs qui jouent certaines des séries, si je ne dis pas de conneries. Je vais dire fiche technique. Donc, il y a Nicolas Cage. Je vais dire, parce qu'il y a pas beaucoup. Ah oui, c'est l'acteur, les jeunes, qu'il a été connu pour Hereditary. D'accord. Et après, il a fait des autres films. Je l'ai trouvé très juste, c'est une sorte de compagnons. Et après, c'est surtout des filles que je connais moins, beaucoup d'acteurs secondaires. Mais, ah oui, il y a un autre acteur de Game of Thrones. Bon, bref, je m'embrouille tout seul, je ne sais pas pourquoi je vais là.
Mais en tout cas, c'est un film, qu'en plus, c'est un petit film, hein, ça fait 1h30, hein, ça fait pas plus que ça. Euh, mais en tout cas, à moi, il m'a fait chialer plus d'une fois, les films. C'est, avec la recherche de la truie, je trouvais juste la façon de jouer de Nicolas Cage. En plus, il vient juste après d'un autre film que j'ai apprécié, et pourtant il est très con comme film, mais aussi c'est un film qu'il avait fait avec Pedro Pascal. En français, je vais le dire, hein, s'appelle... ouais, là, il a passé les traducteurs par contre, hein. Il a passé. C'est Un talent en or massif. Ah oui, d'accord. Ouais. C'était celui qui était sorti sur Amazon Prime, il me semble. Oui, Non. je pense. Le vrai titre, c'est insupportable poids d'un talent massif. Ah oui, c'est Ouais. pas du tout. Ouais, Mm, mm. ouais, hors massif, insupportable poids. Oui, Voilà. oui. Il y a quelqu'un que. Il a dit j'ai un truc, j'ai un truc. Il était pas en RTT là, ce jour-là. Non, il n'était pas en RTT. Que personnellement, j'ai encore trouvé un film, parce que là, c'est un film vraiment, il en fait dans un talent en or massif. Ouais, dans celui-là, apparemment, il en fait des caisses. Oui. Mais, Oui, mais mais le film, il est fait pour qu'il fasse des caisses. Oui, mais oui, carrément, parce que il se moque de lui en Oui, fait. Dans oui, le, oui, dans oui, le oui. film. Non, mais là, mais il se moque de lui au dernier, Ah oui, oui, au dernier niveau, quoi. C'est carrément un narco bon, un narco, un grand impresaire qui voulait faire venir parce que c'est son idole. Vraiment, littéralement, il y a un sanctuaire au nom de Nicolas Cage avec les pistolets qui étaient faits en face-to-face, en two-face, machin. Comment il s'appelait en français, Two-Face Oui, volte-face. Volte-face. Encore. Génial, celui-là. Bref, et lui, il fait de lui-même, il en fait, mais surtout quand il arrive après, il se prend d'affection avec l'impresaire, les businessmen. Mais finalement, ça marche. C'est très con, mais il y a des scènes, mais à moi, ça marchait. Mais par contre, c'est un film complètement oubliable. Hein. Oui, Par oui. contre, à Pig, c'est un film que j'avais très peu entendu parler. Et pour moi, c'est pas du tout oubliable, quoi, ce film. C'est vraiment... c'est pas du tout la masterpiece de sa carrière non plus, mais il est juste dans ça qu'il joue. Il transmet les émotions qu'il fallait jouer. Cette sorte de schéma de l'ermite, de gars isolés du monde, en plus dépité, déchu, pour tout un tas de raisons. Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'il joue bien aussi, parce qu'il Mm. arrive à un moment de la vie où peut-être il est un peu comme Ouais. ça lui aussi. C'est peut-être ça, mais là, pourtant, il y a des moments très durs dans le film qui se voient exposés. Notamment une scène, encore sans dévoiler qu'est-ce qui se passe, mais une scène où il retrouve une ancienne collègue de boulot. Et c'est là où tu dévoiles vraiment toutes les raisons de pourquoi il s'est isolé, pourquoi ça passe comme ça, etc. Et je trouvais juste. Je trouvais juste, sans doute. J'ai regardé un peu les puntuations. C'est pas un film qui est mal, des mauvais avis en soi. Il est noté entre 6 7 sur 10. Il y a un autre que j'ai trouvé qu'il est à 3 sur 5. Bon, c'est pas des notations de glace tout de même. C'est pas un grand film, et je ne saurais pas non plus dire que c'est un chef-d'œuvre non plus, mais c'est un film qui ça marchait, qui ça m'a transmis des choses, et avec un postulat tout de même osé. Oui, bien sûr. Ouais, parce que quand tu dis le pitch comme ça, tu as plus l'impression que c'est une comédie qu'autre chose, alors que pas du tout. Mais là, la comédie, c'est zéro. Ouais. Là, c'est même pas faire semblant. Hein. C'est nulle part, à aucun moment du film, c'est la comédie, même d'entrée du jeu. Les 10 premières minutes, les 5 premières minutes du film, c'est lui tout seul avec sa truie en train de se promener dans la forêt, d'aller chercher des truffes. Et déjà sur cette scène-là, tu trouves la solitude absolue de cet homme avec sa truie. C'est tout. Et en fait, tu vois que ses composants sociaux, c'est elle. Quoi. C'est elle, il pourrait la chercher parce que finalement, il y a même des scènes où il dit qu'il préfère la compagnie de sa truie que des humains.
pour des raisons aussi. C'est dur parce que cette sorte de dépression, cette sorte de chemin qui l'amène là, oui, il peut faire réfléchir à plein de. On peut parler des crises des 40, de la quarantaine, machin. Tout simplement, quand tu arrives au milieu à l'âge, tu considères que ça doit être les milieux de ta vie, ben forcément, tu te questionnes qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce qu'il y a en avant, et est-ce qu'il doit faire des choses qui s'appellent d'autres façons la crise des 40. Juste qu'on est tellement idiot que les gens ne réfléchissent pas, ils partent à se divorcer, il a acheté un Porsche. Mais, bon. Mais tout de même, comme réflexion, ce n'est pas anodin, ce n'est pas bête. Oui, effectivement, on arrive au milieu de notre vie, on doit avoir une réflexion. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on a fait, est-ce que c'est juste ça qu'on a fait, ce qu'on voulait faire et est-ce qu'on a des choses à faire devant nous, quoi. Parce qu'on est passé, quand on est trop loin dans les étapes de la vie, un peu comme tu disais dans les bouquins, quand on est enfant, c'est trop loin, on ne s'inquiète pas de la mort, on ne s'inquiète pas de l'avenir. Quand on est adolescent, on découvre la vie, donc on est plein de vitalité, on a plein de choses. Mais une fois que tu as complètement abandonné l'adolescence, et quand je parle abandonné, c'est parce que jusqu'à 25 ans, tu es rému, même si tu n'es pas techniquement adolescent, mais tu es rému de cette vision. Là, tu commences ta vie adulte, qui est le mauvais mot, par ailleurs. Et quand tu arrives effectivement à la quarantaine et au-delà, la vie, je ne vais pas le dire comme ça, mais techniquement, tu es plus proche de la fin que du début. Je commence à dresser certains bilans. C'est ça. Et à un moment donné, c'est naturel, c'est humain, c'est notre propre mortalité, il nous fait nous mettre face de ces reflets. Et sur les choix que nous on fait, et ça qu'on ne veut pas avoir dans notre vie. Donc, un personnage comme lui, ça reflète un peu ça. C'est quelqu'un qui est arrivé au comble de sa existence, était le meilleur du meilleur du meilleur de ce qu'il savait faire. Et finalement, il a décidé de tout casser, il s'isolait parce qu'il ne voulait rien entendre de cette société, encore une fois pour des raisons. C'est très humain comme réaction. Et tout ce qui transforme finalement ce film, c'est très humain. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner ce réalisateur. Apparemment, sans bruit, jour zéro, c'est pas une réussite. Même s'il paraît qu'il y a des choses qui sont bien, mais c'est un film aussi sur commande, j'ai l'impression. Que Pig, c'est pas un film sur commande, parce que Pig, en fait, un truc quand même, lui, il réalise et il écrit les films. Et jour zéro, je ne suis pas sûr s'il a écrit ou pas. En tout cas, Pig, ça a été écrit pour le même réalisateur. Bon. Après, est-ce que c'était juste un coup de chance qui a tombé sur un film qui, pour moi, c'est une petite pépite. Encore une fois, sans vouloir être dithyrambique, parce que si on analyse, il y a plein de trucs. Oui, on peut dire, est-ce que ça c'est plus ou moins surjoué? Est-ce que ça, c'est pas un film que je dirais que c'est réaliste en quelques comportements. Le réalisme dans les films, c'est surtout dans les comportements humains et dans les émotions. Et ça fonctionne. Évidemment, si tu vois les films pour voir des super-héros, regarde pas Pig. C'est pas ton film. Oui. Non, mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, Nicolas Cage, je trouve que dans ce genre de rôle, justement, il est très bon. Oui. C'est ce truc où, effectivement, il y a des films où il peut être vraiment très, très agaçant, alors que dans ce style de film un peu plus intimiste, je le trouve bon. C'est comme il a joué dans un film un peu d'auteur à l'époque où il était vraiment c'était la traversée du désert de sa carrière. C'était Joe, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Où il joue le rôle d'un gars qui a une violence renfermée en lui, qu'il essaye de ne pas exprimer. Il se retrouve à protéger un gamin et je le trouvais très juste dans ce film. Non, mais il y a des trucs comme ça. Il fait dans des films assez dérivés, comme Mandy, par exemple, que je trouvais très juste et plus touchant qu'il semble. La couleur tombée du ciel. Tout en étant un film série B, parce que vraiment ça reste série ça. B, oui, bien sûr. Ça reste tout de même une pas tout à fait mauvaise adaptation d'une nouvelle de Lovecraft, que j'ai déjà réussi. Lui, il en fait un peu des caisses,
mais Ouais, c'est un peu surjoué. ouais, oui, mais après les rôles ils donnaient un peu être surjoués. Bah, mais... et après, de toute façon, la réalisation de ce film-là, c'était fait Ouais, pour c'est être ça. joué comme ça, en fait. Hein. Et après, il y a l'autre film, ça s'appelle Les Parents. Parents au Ça, c'est papa. le truc de Netflix. Ah ouais, là, Celui-là, je j'avais l'ai pas vu bien, encore. bien rigolé. J'avoue que je C'est le m'avais truc où bien marré. les parents veulent tuer leur gamin, Oui. ouais, c'est ça? Ouais, mais là, c'est... Maman Date, ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont gardé le même titre, non? Maman Date Oui, ils ont gardé le même titre. Ouais. Il est sur Netflix, mais c'est pas Netflix. Hein, Ah, d'accord. ouais. Mais Maman Date. Et après, ouais, ça, je n'avais déjà parlé sur un des autres, les Dream et Scénario, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, mais au milieu de tout ça, il a fait Renfield. Et tout a dit. Bah après, c'est comme tu dis, il prend des rôles pour le chèque et il prend des rôles pour le plaisir, très Ouais. certainement. Ben, parce que par exemple, le dernier film en date que j'ai regardé de lui, c'était Lone Lex. Mhm. Ah, Lone Lex, c'est une réussite quand même, hein, ce Ouais, film. Il paraît, ouais. C'est vraiment une réussite. Hein. Oui, je sais, si tu as vu comme moi, on a entendu les deux sur Oui. la critique hein, sur 152. Donc, C'est ça. mais nous, on l'avait regardé, je t'avais déjà parlé il y a longtemps de ce je film. me souviens, ouais. Que j'avais beaucoup aimé. Juste après, j'avais sorti de voir un film dehors complètement à chier, Les Étrangers ou un truc comme ça. Ah oui, c'était horrible. Horrible. Et d'un coup, on s'est trouvé Long Lex, je dis, oh. Oui, mais mais en fait, ça résume bien la carrière de Nicolas Cage, hein, avec des hauts, des bas, des masterclass et des trucs où tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là, quoi. C'est certainement ça. Je recherchais les titres. Hein, Non, je pense que... Bon, je vais pas trouver, ça vaut pas la peine. Il est tellement mauvais que... Ouais, son film culte, ça restera à jamais Les Ailes de l'Enfer, de toute façon. Ouais, mais tu vois, au milieu de ça, ils l'ont beaucoup critiqué pour faire Ghost Rider. Et Ghost Rider, les deux films sont objectivement mauvais. Oui, mais lui n'est pas mauvais dedans. Mais lui, il créait à fond, quoi. Oui. Mais en plus, tu les vois qu'il a envie de faire ce personnage. Ouais, il y croyait. Il est croyait. Donc, moi, si je dois sauver quelque chose de ce film, c'est lui, finalement. Et les films, ils sont à chier. Là, on n'a pas, pas de discussion. Mais quand même, ça sauve. Bon. Quel dommage qu'il n'ait pas voulu aller se racheter dans Deadpool 3. Parce que Ryan Reynolds, il a fait un gros forcing apparemment pour qu'il vienne. Ouais, bon. Monsieur. Il n'a plus voulu. Qui sait Peut-être dans les 4. Peut-être. Donc, en tout cas, voilà. Donc, c'est mon avis. Aujourd'hui, on est en train de faire des timers records. Ah ouais, on est fatigué. C'est ça, on va vite. On est Donc, fatigué, on parle pas bien, c'est n'importe quoi. Ouais. Enfin, moi du moins. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Voilà, accepter. De toute façon, toi, au moins, tu écris. Moi, je suis en freestyle total. Donc, à chaque fois, je fais des phrases. Non, mais complexes. c'est d'autant plus, nul en écrivant de ne pas savoir parler, quoi. Bon, donc. C'est comme ça. C'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez du temps et vous avez un petit temps, des temps à tourner, regardez Pig. Je pense que vous ne regretterez pas. Avec un peu de conscience, ce n'est pas du tout un film de moi. Voilà. du tout. Et Allez. Petite question, c'est sur c'est sur une plateforme ou pas du tout? Juste, parce que je sais que toi, c'est pas par plateforme, mais est-ce que tu sais si c'est sur une plateforme ou pas? Je te pose la question au cas où. Allez, on va trouver ça. Ça doit être en VOD, en tout cas, ça sûr. Non, j'avais vu en espagnol en plus, doublé. Je pense que c'est sur Amazon, mais à l'achat. Oui, c'est ça. En VOD, ouais. Ouais. Bon, voilà. Écoute. Voilà. Chacun ses méthodes. C'est ça. Bon, allez, mais moi, je vais vous parler maintenant pour la deuxième chronique de c'est une série française qui s'appelle La Lazy Company. Pas tout à fait neuf, hein, en plus. Ah non, c'est pas neuf du tout. Donc, La Lazy Company, c'est
c'est une série qui a été diffusée entre le 18 janvier 2013 et le 23 novembre 2005. C'est une série humoristique, dramatique, qui traite de la guerre, hein, forcément. 2016 2013. 13 2013, C'est oui. déjà 12 ans Ah ouais, on Ah vieillit, ouais on vieillit de ouf. Hein. Waouh. Et donc c'est une série qui est finie, hein. Elle a 3 saisons de 10 épisodes de 22 minutes à peu près, donc ça se regarde quand même globalement vite. Oui. C'est produit par Empreinte Digitale et 6 Pieds sur Terre, 6 Pieds sur Terre, ouais c'est ça. C'est diffusé pour la première fois sur la chaîne OCS et actuellement c'est sur Max ou en DVD. Et il y a eu Max une époque... et OCS. non, Ouais de voilà, toute façon, il y a eu une époque où c'était sur Disney+, je sais pas s'ils l'ont toujours, Disney+. Au casting, on retrouve des acteurs qui sont plus ou moins connus, soit dans les séries, soit dans les web-séries. La tête d'affiche, clairement, c'est Alban Lenoir, qu'on a vu dans Kaamelott, dans HeroCorp, et plus récemment dans les films Balles perdues de Netflix, qui ont été de gros succès apparemment. Il a joué également dans Anti-Gang avec Jean Reno. Il a joué dans le remake du Salaire de la peur aussi sur Netflix, qui est apparemment nul à chier. Bon voilà. Mais je tiens à dire que je le préfère quand il fait ses HeroCorp, quand il fait ses ça. Mais bon, Klaus à jamais, pour moi. Admettons. Ensuite, au casting, on a Alexandre Philippe, qui est aussi un des créateurs de la série, qui lui a fait des petits rôles dans les séries qu'il a aidé à créer ou auprès d'amis à lui. Et moi, j'ai retenu surtout pour... mais il a joué dans une série qui s'appelle Le Vestiaire, qui a eu un gros succès à son époque. Il avait eu un prix d'ailleurs pour ça. Et il a joué récemment, enfin moi le truc le plus récent que j'ai vu de lui, du moins, c'est Call of the Dead, qui est un film aussi avec Alban Lenoir, où la team est plus ou moins réunie. Et en fait c'est un film, c'est un match de foot qui se passe dans la campagne pour rehausser l'image de Alban Lenoir, qui est une sorte de footballeur un peu sur la fin de sa carrière. Et en fait, il y a une invasion zombie pendant le match de foot. Et c'est un film en 2 parties. Et au final, c'est dommage, ils auraient dû faire qu'une partie en fait. Mais c'est dommage parce que tu sens qu'il y a des bonnes idées. Le lore qu'ils essaient de construire est vraiment pas mal. Mais en vrai, le film, la deuxième mi-temps, la deuxième partie est géniale. Et la première... il a du mal à démarrer. Ouais, c'est long. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait mérité d'être un peu plus condensé en fait. Bon bref, ça c'est mon goût personnel. Ensuite on retrouve Benoît Morel, qui est un acteur qu'on a surtout dans Scène de ménage. On a Antoine Le Simple, bon lui je sais pas où on l'a vu, c'est dans la Lazy Company. Et après il y a quelques acteurs qu'on a déjà vus, soit dans les web-séries, soit dans les séries. On va avoir Thomas VDB qui est un humoriste, on a Caroline Vigneault. Thomas VDB, on l'a vu dans Deadland, qui est une série énorme, et c'est un humoriste, c'est un chroniqueur, il chronique souvent sur France Inter. Pas que France Inter, là sur Radio Nova aussi beaucoup maintenant. Ensuite on a Caroline Vigneault. Avec un ton très précis. Oui, c'est ça. Pas du tout de gauche. Très à lui. Il n'est pas du tout de gauche. Non, pas du tout. Absolument pas. Ensuite, il y a Caroline Vigneault qui est une humoriste, qui est essentiellement une humoriste. Excusez-moi, il y a un joli documentaire sur les Hellfest, ils ont fait vachement rigoler Thomas VDB sur comment il était méchant, les métalleux. Oui. Je m'en souviens très bien on va passer sur cet hôtel, la bande Destroy Total, je sais pas quoi, il a passé par là, plus rien dans l'hôtel, tout était très propre, nickel, tout bref. Ouais, ça c'est l'humour de Thomas VDB. Oui, voilà, pardon. Après on retrouve aussi, mince, je vais pas avoir son prénom. C'est celui qui joue dans Le Flambeau. Son nom de famille c'est Cohen, mais je vais pas le trouver. Et ensuite, alors je dis son nom parce que pour moi c'est un acteur français qui est totalement sous-coté, qui a un rôle mais excellent dans la Lazy Company. C'est Antoine Gouy qui a fait, j'ai regardé sa filmographie, le mec a joué dans plus d'une centaine de films et de téléfilms machin, mais toujours dans des rôles vraiment secondaires, alors que c'est un putain d'acteur vraiment génial. Mais voilà.
Et donc c'est une série créée par Samuel Putain, Baudin. il t'a oublié de nommer toutes les filles, parce que moi, personnellement, hein, les filles qui sortent, ils sont en tuerie. Hein. Oui, Celui qui joue la résistance. oui, oui, oui. Et qui, elle a joué dans pas mal de, Ouais. elle a joué dans pas mal de web-séries de François Descraques et de Mourier, Daniel Mourier. Peut-être. Il avait fait une série avec d'ailleurs pas mal d'acteurs de HeroCorp Mhm. et donc elle qui jouait bien et je me souviens plus son prénom. Donc Mais il y avait plusieurs. Tous les filles qui jouent Oui, la oui, oui, résistance, c'est top. Quoi. c'est ça. Après, c'est vrai que c'est les 4 protagonistes. Moi, c'est... ouais, voilà, là je suis resté sur les acteurs principaux. Donc la série est créée par Samuel Baudin et Alexandre Philippe. Donc Samuel Baudin, il est réalisateur, scénariste et acteur français. Il a notamment créé la série H2H en 2008. Ensuite, il a fait la Lazy Company entre 2013 et 2015, dont il est le créateur. Ensuite, il a aussi scénarisé une série qui s'appelle Tank en 2016. Et plus récemment, son projet le plus connu entre guillemets, mais qui a fait un four malgré des bonnes critiques, c'est Marianne en 2019 sur Netflix. Mhm. C'est une série un peu horrifique. Je sais pas si tu l'avais vu ou Oui, pas. ça me parle. Je pense que. Et apparemment, elle avait un bon succès critique, mais Oui. elle n'a pas eu de droit à une seconde saison. C'est dommage. Il a réalisé la quasi-totalité des épisodes de la Lazy Company et tous les épisodes de Marianne aussi dernièrement. Et, Mais après, on met 320 millions sur State Electrical. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et le plus récent, bon là, c'était en tant que réalisateur, il a réalisé 2 épisodes, toujours pour Netflix, comme quoi ça s'est pas si mal passé que ça, leur collaboration, malgré le fait qu'il n'y ait pas de deuxième saison. Mais il a réalisé 2 épisodes de Fury, la série avec Mavina Foyce. Mais s'ils auraient enlevé 20 millions à Electrical Estate, voilà. Ouais, et on aurait pu avoir la deuxième saison. Enfin, bref. Apparemment, il travaille actuellement sur une série pour HBO Max et sur un long métrage qui sont tous les deux en post-production, donc qui ne devrait pas tarder à sortir sur 2025 ou 2026. Espérons pour lui. Son travail a été quand même couronné par 2 prix au Festival de la fiction de TV de La Rochelle. Il a gagné le prix de la meilleure série pour la Lazy Company en 2013 et pour Tank, il a gagné le prix de la meilleure série digitale et de la meilleure réalisation en 2016. Son compère donc, est ami, puisqu'ils sont amis depuis les études, c'est Alexandre Philippe, qui est acteur, scénariste et créateur français. Il a scénarisé et créé la Lazy Company et une autre série en 2022 qui s'appelle Handicap. Il apparaît plus en tant qu'acteur d'ailleurs, notamment dans la série Vestiaire, comme j'ai parlé précédemment. Et récemment, il est apparu dans la série Machine. Moi j'aime bien le résumé, c'est une série de kung-fu marxiste. C'est une série française qui a été c'est Amazon Prime et Arte qui ont financé le projet. Et c'est un truc, le créateur de la série voulait faire une sorte de Kill Bill, mais avec un truc, un fort accent social en fait, de lutte ouvrière, tout ça. Donc je sais pas ce qu'il en est, j'avais vu le début du premier épisode et il faut que je m'y replonge dedans. C'est sur Amazon Prime si vous êtes curieux. Et donc Alexandre Philippe, il milite en partie pour changer les idées reçues sur le handicap, puisque lui-même souffre du syndrome de Holt-Oram, qui est une malformation cardiaque qui a entraîné des malformations des membres supérieurs pendant qu'il était dans le ventre de sa maman. Et donc, d'où handicap. Mais même dans la Lazy Company, il fait un peu référence, il sensibilise un peu aux personnes handicapées, enfin qui ont un handicap. Qui ont un handicap. Et donc, que nous raconte la Lazy Company? Donc, à quelques jours du débarquement des Alliés sur les côtes de Normandie, l'état-major américain décide d'envoyer en mission de reconnaissance ses meilleurs hommes afin de récupérer des informations capitales sur l'emplacement des défenses allemandes.
Ses meilleurs hommes, pas que. Quelques bras cassés font partie de l'aventure, à commencer par le caporal Niels, engagé dans l'armée suite à une soirée de beaucoup trop alcoolisé à Harvard. Ce dernier reprend connaissance dans l'avion qui le conduit au front. Son but, dès lors, n'est pas de devenir un héros, loin de là, mais plutôt de prendre le moins de risques possible et de flirter avec quelques Françaises si possible. Il est accompagné du première classe Henri, dont ce n'est pas le vrai nom, qui lui est présent pour prouver son courage et faire honneur à sa femme, qu'il n'aime pas vraiment. Ce bon élève, entre guillemets, s'avère aussi peu efficace que ses aspirations sont grandes. Leur chemin va les mener jusqu'au sergent Leicester Jr., soldat de père en fils. Il aspire à la gloire et rêve de grands combats et d'honneur. Malheureusement pour lui, il est naïf et ne réfléchit pas beaucoup. Il a également des idées bien arrêtées qui le desservent souvent, notamment sur les femmes. Son pire ennemi est la mine de type S sur laquelle il marche souvent par inadvertance tout au long des 3 saisons. En allant récupérer, Putain, je ne me souvenais pas de ça, c'est vrai. En allant récupérer les plans des lignes ennemies, il tombe sur Slice, qui est échappée d'un hôpital psychiatrique nazi. C'est une femme à l'apparence masculine. C'est peut-être elle qui est la plus fiable de l'équipe. Elle se joint aux 3 boulets pour se sauver de l'asile en fait. Leur histoire s'engage pourtant de la pire des manières. Alors qu'ils réussissent la mission, sous le feu ennemi, ils tentent de contacter par radio le QG afin de communiquer les positions nazies. Mais il se trouve qu'ils sont sur les fréquences allemandes et révèlent la date précise et l'heure du débarquement. L'état-major a heureusement le temps de changer ses plans et de reporter le débarquement au 6 juin. Ce manque de précision dans la réalisation de leur mission va être à l'origine de la création de la Lazy Company, donc littéralement la compagnie paresseuse, qui scelle ainsi leurs 4 destins pour le reste de la guerre. Cantonnés aux tâches ingrantes ou suicidaires dont personne ne veut, malgré leur maladresse répétée, le hasard et la chance vont petit à petit les rendre incontournables dans le camp de base et l'avenir du monde libre. Donc ça c'est pour le pitch de la série. Ouais, mais voilà, c'est les pitchs ça reste très très léger par rapport à ça qui se passe. Ah oui, là ce que je viens de raconter, c'est le premier épisode sur les 30 sur les 3 saisons. Ouais. Voilà, sur les 30, donc Parce que ça va très loin. Ah oui, c'est ça. Très très loin. C'est ça. Cette apparition de Hitler. Ah ben oui, là c'est magique. En plus, c'est un acteur très connu, hein. C'est lui qui fait Hitler. C'est un acteur français, je sais que ça m'a venu à la tête. Je sais pas si très connu, mais en tout cas, quel acteur, quoi. Ouais, oh, putain, quel foutage, des gars. C'est ça. Bref, pardon. Et donc, la série nous propose une réécriture de la Seconde Guerre mondiale à la croisée de plusieurs influences. L'influence principale, s'il suffit de regarder la bande-annonce, reste avant tout Inglourious Basterds de Tarantino, qui était sorti en 2009. On sent que sur le visuel et sur le côté un peu what the fuck, on retrouve quelques tons de ça. Sur les visuels, je dirais plus que dans les visuels. Et après, et sur le côté uchronique aussi, puisque c'est une réécriture des événements. Puisque c'était le principe de Glorious Bastard aussi, c'est que c'est pas la vraie guerre, quoi. C'est des anachronismes, notamment à la fin. Hein. C'est ça. On se retrouve dans une France et une guerre totalement déjantée avec des aspects très bande dessinée par moments. Côté humour et dialogue, on va se rapprocher plus de ce que pouvait faire Kaamelott ou de certains dialogues de même Audiard. Il y a une forte influence. Quand même. Voilà, et de Audiard aussi, on retrouve un peu les barbouzes, les trucs comme ça, quoi, tu vois. Ces influences posées donnent naissance à une série française au ton particulier, car malgré tout ça, il s'agit d'une série de guerre où une certaine violence est très présente et les antagonistes très colorés. Après, je pense que tu as oublié la 3e influence, pour moi, importante dans cette série. Dis-moi. Que bien vraiment contrebalancer les autres influences, c'est Hellboy. Hellboy, il est hyper présent dans toute la série. Notamment dans les côtés nazis, il est tout le temps là.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tous les Ouais, le côté antagonistes, comics, ouais. Ouais, ouais. tous les côtés antagonistes, C'est, les antagonistes, c'est, c'est très oui, oui, Hellboy. Hein. oui, oui, à fond. Même dans les principes, dans les méchants, dans tout qu'ils font, très expériment, très machin, je ne dis pas trop. Oui, 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 oui. C'est Oui, oui, non, non, c'est vrai. c'est un peu les contrapoints à cette doula Ah, oui, oui, bien que sûr. ça donne. C'est justement cette graduation entre ces quatre trucs. Bon, j'imagine qu'il y a des autres. Hein, Oui, des oui, il y a plein d'influences. mais hein. je pense que c'est les quatre majors, ils font quand même C'est ça. une personnalité très à lui. C'est ça, c'est ça. Mais oui, oui, bien sûr. Et en plus, en lisant des articles dessus, apparemment, bon, après, il y a des influences vraiment voilà, lourdes Oui. qu'on voit. Par exemple, le Captain Patriot, bon, ben, c'est Captain America, hein, clairement. Mais c'est pour ça que les côtés comics, c'est ça. c'est pas négligeable. Non, quoi. non, et c'est pour ça que je dis que ça faisait très BD comics, quoi. Ouais. C'est l'influence. Bah, Et, moi, même ça m'a manga, marqué hein. plus les côtés Hellboy. Mais, Ouais, mais même tu as des influences de manga. Par exemple, le personnage que joue Caroline Vigneault, c'est Isla, la femme blonde nazie. Ouais. Elle a un système d'autodestruction comme c'est 17, tu vois, Ouais, enfin c'est comme ça. c'est 18 plutôt. Ouais. Enfin voilà, il y a plein d'influences là-dessus. Ouais. Moi, je donnerais quand même la mention spéciale, tu en parlais, au personnage d'Hitler, hein, qui est un vrai méchant de dessin animé, qui est très caricatural et en même temps détestable au possible. Il est cruel et retors. C'est une anguille en fait. On croit l'avoir et on ne l'a jamais. Mais c'est tellement une pute. Voilà. Quoi, Et ouais, le mot qui le définit le mieux, effectivement, c'est une pute. Voilà, c'est ça. C'est tout est méchant, très méchant chez lui. Et c'est tout au long des 3 saisons, c'est une vraie plaie quoi. On a envie qu'il se fasse crever quoi, vraiment. Et c'est un des principaux d'ailleurs intérêts de la série, c'est les personnages, hein, parce que qu'ils soient principaux ou secondaires, ils donnent un cachet et une crédibilité à cet univers tragico-loufoque. Hein. Donc dans cette galerie, on va retrouver Chuck, qui est l'aide de camp du général Paxton, qui est un personnage doux et serviable et qui est aussi le souffre-douleur au quotidien du général. Son évolution est très surprenante et vraiment intéressante, donc j'en dis pas plus pour pas divulgacher. Mais tous quand même. Mais oui, Ouais. lui, spécialement. Ouais, lui, c'est lui l'acteur dont je te disais qui joue. Lui, il a une évolution dans son rôle qui est énorme. Après, il y a Itachi Asegawa, qui est le pilote japonais kamikaze qui s'est endormi en volant vers Pearl Harbor et qui se réveille en s'écrasant en Normandie, en fait. Donc, il s'écrase sur une compagnie allemande sur le point de capturer nos héros. Donc le hasard fait bien les choses. On a Klaus von Huber, donc là c'est pour retomber sur le côté Hellboy, qui est le savant nazi réalisant des expériences humaines peu humanistes. Hein. Il va travailler sur des armes biologiques, sur des recherches de super soldats ou sur le transhumanisme encore. On a le docteur Sheffield, qui pour moi est mon personnage préféré, c'est le médecin militaire du camp Neptune. Au caractère jovial et atypique, il donne l'impression de ne pas trop s'y connaître en médecine. Exemple, il y a une scène où il essaie d'extraire la balle que Slice a reçue. Et en fait, il va dans le trou du nombril au lieu d'aller dans le trou de la balle. Il dit « j'arrive pas à l'attraper ». En fait, c'est un soldat à côté qui lui dit « oui, mais là, c'est le nombril. En fait, le trou de la balle, il est au bras. » Ah, merde, et tu le vois lâcher. Enfin, j'adore. Ouais, Et avec un potentiel humoristique mais qui est grandiose, la scène où il essaye d'endormir le soldat, à un moment donné il y a le camp qui se fait attaquer par des nazis, il essaye d'endormir un soldat qui est en train de boire et en fait il dit je me mets en mode Naruto et en fait il va à côté de lui mais à côté comme là et il verse le poison limite en le regardant droit dans les yeux avec le soldat qui lui dit vous me versez du poison, l'autre il dit non. Enfin, c'est une scène, j'adore. Et après, bien sûr, les Valkyries de la résistance française qui sont avec France, en plus l'actrice qui parle pas du tout. Ça fait drôle de la voir dans la Lazy Company parce qu'elle parle avec un accent un peu picard, mi-picard, mi-nord en fait, où on comprend un mot sur deux de ce qu'elle dit. Et en fait, voilà. Moi, je comprenais un mot sur deux. Et alors que quand on la voit dans les autres rôles, avec sa voix normale,
on la reconnaît pas quoi. Non, Mais non. elle joue super bien, elle est très Ouais. touchante, notamment dans la Mais je saison te dis 3. que moi, avec eux, avec les quatre Oui. protagonistes, je pense que c'est elle qui me plaît le plus parce que bon, les méchants, oui, effectivement, bon, mais Hitler, c'est surjoué, mais parce que les papiers Ah oui, étaient mais mal- voilà, surjoués. le Mais- personnage. Mais elles, les sont quatre, oui, c'est quatre, c'est le Ouais. les filles, je trouve, c'est les contrapoints. Il y en a surtout 3 qui prennent le dessus à la saison 2. Et Il y a. surtout, dès que si mes souvenirs, excuse-moi. Ouais, ouais, vas-y. Oui, si mes souvenirs, ils sont pas des connards, c'est elles, ils sont hyper doués en comparaison aux protagonistes. Ah oui, oui, Ils bah, deviennent très bons, mais ils sont des di- losers. disons que c'est des guerrières. D'ailleurs, à la fin, dans la saison 3, elle le dit. Celle qui a. Je me souviens plus. Ouais, je me souviens plus son nom. Elle le dit, elle dit, mais moi je suis une guerrière et je peux pas me battre si je sais que tu es, que eux sont en danger en fait. Ouais. Donc parce que c'est elles qui sont fortes en fait. Oui, c'est ça. Et eux, quand ils réussissent un truc, ouais, bah, souvent c'est plus le hasard ou le cul voilà, Ouais, qui fait que. finalement, non. À la fin, non. troisième, non. À la fin, non, mais dans la saison 1, c'est beaucoup, Ah, là, c'est beaucoup le c'est pif et la dur, chatte voilà. qui C'est en permanence. ah ouais. Mais c'est l'intelligence aussi de l'écriture, c'est-à-dire que c'est des anti-héros, mais qui sont vachement attachants et on est à Je fond. sais même pas que c'est des anti-héros, en fait, c'est des losers. Ouais, c'est des losers. Ils sont là, bon, ben, parce qu'ils C'est font ça. là. Mais dans la saison 3, parce que le personnage le plus énervant, c'est celui d'Alban Lenoir, parce Ouais. qu'il est, voilà, il est bête, c'est un enfant gâté en fait, qui le moindre truc qui lui va pas, il boude. Enfin, Ouais. il est très détestable comme personnage, et pourtant, ça devient un des personnages qui a le plus la classe à la fin, quoi. C'est ça. Il y a une vraie intelligence des écritures. Et donc en 3 saisons, la Lazy Company réussit le tour de force de nous faire rire, de nous faire vivre des aventures inspirées de la pop culture avec des épisodes spéciaux tels qu'une comédie musicale dont la chanson principale est chantée par Alban Lenoir et le titre, rassurez-vous, il le paye très cher après avoir chanté. C'est Les femmes, ça sert à rien. Si je me suis réécouté ça, c'est n'importe quoi. Qui prend tes chers. Ouais, Ça fait après- plaisir, faut que- Ah oui, ben oui, oui. C'est ça, c'est ça. Et c'est mérité en plus, vraiment. Après, on a aussi un épisode spécial hommage au film d'horreur des années 20-30 où de zombies en fait, Ah, la petite fois. qui est génial. Ça part un peu dans tous les sens, tout en restant quand même cohérent. La série est un joyeux chaos, mais qu'on se plaît à regarder. Il ne faut pas omettre, donc, et là c'est le côté un peu Hellboy comics, et plus le fait que c'est une série sur la guerre, il y a quand même un aspect sombre et tragique, hein. La violence est très présente, il y a des trahisons, nos personnages se retrouvent souvent dans des situations désespérées où la mort les guette, ce ne sont pas entièrement des personnages de cartoon, hein. S'attacher aux personnages Ouais, mais- peut nous amener à verser justement, quelques c'est ça qui larmes. fait fonctionner parce que tu penses que l'effet d'être des côtés humoristiques les donne une sorte de bouclier de l'héros. Ouais. Ah, pas au du fur et à tout. mesure qu'il y a la série, non, Non, pas du tout. il prend plutôt cher. Quoi. C'est ça. Et même quitte à verser quelques larmes, hein, nous en tant que spectateurs. C'est que la partie drama, il est non négligeable Ouais. dans l'histoire. C'est ça. Parce que finalement, et ça je trouve très juste dans l'édition aussi, comme tu disais, c'est qu'il ne banalise pas la guerre en aucun moment, Non. la série. À aucun moment. Après, il y a les côtés humour, il y a la côté chronie de comment il prend les personnages d'Hitler, il n'y a rien à foutre à là, jamais dit C'est ça. il sert à là. Quoi. Bah oui, bien sûr. Mais il y avait les côtés qui Surtout marchent, que, les ouais. côtés comics, un peu comme ça, mais je ne trouve pas la guerre banalisée. Non. Donc, Non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que si on se contente d'une lecture très rapide, on se dit que ouais, voilà, c'est une série rigolote. Et en fait, non, quand même, ça aborde quand même pas mal de sujets importants Ouais. et graves même. Ouais. Mais c'est là le génie de cette série. Et donc pour moi, la Lazy Company fait partie des projets qui redonnent un peu foi au potentiel des fictions françaises.
au même titre qu'a pu le faire HeroCorp ou Camelot, qui elle est passée dans une strate de reconnaissance vraiment supérieure du public, ou encore du Visiteur du futur, hein, et bien d'autres qu'on oublie. Mais voilà, c'est des projets de cette époque-là. Ils sont porteurs d'une multitude d'influences, mais qui possèdent toutefois une touche personnelle et une intelligence d'écriture suffisante pour qu'on s'attache à leurs personnages ainsi qu'à leur univers. Hop, t'as plus de... Je sais pas depuis quand ça enregistre pas en fait. Ah, ça enregistre plus? La mienne. Ah mince. Écoute, on fera avec. Hein. Ok. Vas-y. Et donc on s'attache donc à leurs personnages et leur univers. Ces projets dont la Lazy Company ne déroge pas à la règle ont tous pour point commun d'être portés par des passionnés et réalisés avec les moyens du bord. Hein, parce qu'au regard des séries ou des téléfilms mis en avant par les grandes chaînes et pourtant souvent insipides, malgré des budgets souvent colossaux, voire 10 fois supérieurs à ceux de la Lazy Company, malgré ça, ces séries dont on parle, que ce soit Le Visiteur du futur, HeroCorp ou la Lazy Company, sont des séries qui ont une âme en fait, contrairement aux trucs un peu plus mainstream. Les créateurs et les équipes de la Lazy Company ont malgré tout réussi à créer un univers cohérent où le système D, bien que visible, s'intègre parfaitement et apporte ce fameux supplément d'âme dont je vous parlais. J'ai vraiment moi apprécié de revoir ces 4 soldats paumés et touchants. Les dialogues ont parfois du génie dans l'utilisation des expressions anachroniques et les 30 épisodes nous offrent un panel de comédie, tragédie et d'action plutôt bien équilibré. Donc moi je pourrais que vous inviter à aller en Normandie et à suivre le destin mouvementé de cette compagnie atypique et évoluant dans une guerre en roue libre aux saveurs tarantinesques franchouillardes. Et si son but n'est pas de vous rendre plus humaniste, et encore, elle aura au moins le bon ton de vous divertir. Bouya. Voilà, je suis d'accord. À moi. À toi. C'est parti. On est étonnamment vite. Hein. Ça. Bon, au milieu de s'apercevoir que mon micro il était coupé, je pense que juste à 10 minutes. Bon, si vous entendez ma conversation un peu entrecoupée. Non, le tien il est bon. Il était bon jusqu'à maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as branlé. Là, c'est parce que tu viens d'appuyer les boutons. Là, j'avais rien appuyé. Si. Tu venais d'appuyer. Là, ça a marché jusqu'à maintenant, c'est sûr. Non, mais là, je parlais, il y avait ouais, mais tu as dû d'appuyer maintenant quand tu as descendu pour les papiers. Okay. Allez, si, problème technique, comme d'habitude. C'est l'épisode de la loose aujourd'hui. C'est ça. Mais je le vois là, c'est bien enregistré. Allez, c'est bon. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui c'est aussi la Tsar, hein, parce que je savais, il fait déjà, je pense, 3 programmes au moins, que je parlais 2 ou 3, que je voulais parler des flows. Ah oui. Les films, film d'animation, soit un chat, très mignon. Et chose de hasard, j'ai appris, j'ai une considérant assez mitigée à la valeur des Oscars, mais tout de même, il a gagné l'Oscar au meilleur film d'animation. Excellent. Et grâce à ça, il a été remis dans les salles de cinéma. Je pense qu'il est toujours dans les salles de cinéma, justement parce qu'il a gagné l'Oscar. Oui. Il a été remis. Parce qu'à la base, nous, du moins, dans les Pyrénées-Orientales, il passait qu'au Castillet. Il a passé au Castillet et très peu de séances. C'était vraiment sans peine ni gloire. Moi, par ailleurs, je regardais à la télé, hein, clairement. Je voulais aller au cinéma, mais ça m'a goupillé. Bref. Moi, je voulais amener mes fils, mais je n'ai pas trouvé de séance. Après, c'est un film que, à l'occurrence, il est hyper simple d'exporter parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est réglé, il n'y a pas de doublage, rien. Donc, tu peux les sortir à n'importe quel cinéma du monde sans besoin de rien du tout.
Et voilà, donc je vais vous donner mon avis sur ce film que j'avais beaucoup apprécié quand je regardais. Je dis, je regardais il y a déjà 4 mois, bien bon, voire plus. Mhm. Je pense que c'est quand tu avais chroniqué Oui, Les Robots Sauvages. c'est sorti en même temps, Ouais, c'est la même période. c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, je regardais Les Robots Sauvages, j'appréciais, mais bof. Ah oui, oui. Mais c'est un bon film quand même. Euh, Et Flow, restons sur Flow. De quoi nous parle Flow? Flow, c'est un film d'animation, sans dialogue, sur les parcours d'un chat et ses compagnons. Sur justement un moment donné dans l'histoire où il y a un déluge, littéralement un déluge, hein, c'est rien d'autre. Et tout ça qu'il est monté, partant de la base, comme je dis, qu'il n'y a pas de dialogue, hein, on entend juste les animaux avec des bruits d'animaux, et là, t'explique ton histoire et tu vois les mondes à travers les yeux de ces chats et de ces animaux. Et ça qu'il était, tu comprends, ça, encore une fois, il n'y a pas de spoiler parce que ça, c'est les 5 premières minutes du film, tu comprends que c'est un monde qu'il avait de la présence humaine, mais qu'il n'en a plus. Et c'est récent. Parce que les chats ils continuent à dormir dans une maison où tu vois qu'il y a des éléments, un lit, une table, etc., en bois, tout ça, mais qu'il n'y a plus personne. Mais les fenêtres ils sont cassées, donc c'est pas, ça date pas des décennies, mais c'est pas d'hier non plus. Et dans ce monde, il essaie de survivre, un petit chat qui il était dans son truc, et qui doit chasser, parcourir, et que les points de démarrage du film, c'est il y a un déluge. Mais c'est un déluge, c'est littéralement tous les eaux ils montent, tout, la maison il dormait, tout il part sur les eaux. Et coup de bol, tous les vies, il y a un bateau qui arrive, un ancien bateau, piloté pour des animaux, mené pour des animaux, avec notamment, pour moi, un de mes préférés, c'est un capybara. Que c'est les plus gentils des animaux, il paraît, parce qu'il est beaucoup trop gentil tout le temps. Et dans les aspects qui lui donnent un patte assez particulier, c'est que les animaux, ils ne sont pas totalement humanisés. Vraiment, ils se comportent comme des animaux à quelque chose près. Après, ils arrivent à manier quand même une barque, ils arrivent à faire quelque chose avec des comportements assez particuliers et vraiment basés sur les comportements d'animaux, parce qu'il y a par exemple à un moment donné, ils vont partir à la rescue euh, euh, je voulais dire, un lémur, ouais, c'est ça. Et ça, les murs, il fait que d'accumuler des trucs qui brillent. Et donc, il vous mettra tout dans les bâtons, en fait, quand il vous partir, parce que l'eau, il monte avec ces objets qui montent, il vous partir. Il touche le regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Fou, quoi! Et tout ça, ça donne toute une série d'aventures assez. Même pas loufoque, parce que c'est tout basé. On pourrait sembler que sur ce principe-là, ça pourrait être un peu trop nounou, vraiment un peu trop gentil, juste à l'animaux. Et finalement, ça part sur des choses assez, je ne vais pas dire complexes, hein, mais avec une touche mystique, avec des animaux qui se sacrifient pour les autres, des efforts pour tous, pour se sauver. Avec un trait artistique assez particulier, parce que c'est un peu, c'est de l'animation digitale, mais on dirait que c'est des coups de pinceau, mais avec un, je dirais mal fait, mais c'est assez un peu diffus, tu sais, dans les formes, etc. Qui au début du film, les temps d'état habituel, il pouvait être un peu déroutant. Mais après, tout y met des suites, etc. C'est pas qu'il est mal dessiné, au contraire, il est super bien dessiné. C'est les tones qu'il a donné aux traits des pinceaux, etc. On peut faire cette imitation à l'ambiance. Et travers ça, sur un film de 85 minutes à peu près, il t'explique toute cette aventure qu'ils vivent du début du déluge jusqu'à la fin, parce que c'est quand même très court. Oui. D'ailleurs, les noms du film à Flow, c'est ça, c'est les débidos, quoi. Et
c'est une histoire que déjà, bon, j'ai beaucoup apprécié les interactions entre les animaux, comme c'est passé. Cette fait, avec toutes les métaphores qu'il comporte, de chaque animal que c'est d'un type, parce que dans la barque, finalement, tous ils se trouvent. Les seuls que tu peux dire qu'il y a une sorte de métaphore sur les humains, tu peux les trouver sur les lémurs, qu'à un moment donné, ils se trouvent avec un autre bateau, qu'il n'y a que des lémurs. Il devient très con, pendant que les autres, finalement, ils l'ont tout le temps sauvé, aidé, etc. Et les petits chats, qu'il est hyper touchant dans toute sa démarche, dans la façon de faire, dans la façon d'aider, de la méfiance au début, les capybaras, que c'est toujours les gentils garçons un peu qui aident tout le monde, il s'en fout, juste il laisse son espace pour qu'il devienne confortable, etc. Et après, l'oiseau, c'est un pélican, si je ne me trompe pas, mais je peux dire une bêtise, je parle de moi. Mais toutes ces interactions, ça te fait finalement un film sans seul dialogue, juste en te montrant, en voyant, ça marche. Comme en quoi il y a des langages qui peuvent transmettre à travers ça. Un langage qui, en plus, comme on dit, même si je m'en fous pas mal de la valeur des Oscars, mais qu'il a été reconnu, et pourtant il était face à des films dans les Le prix. robot sauvage, il y avait. Oui, il était Les Robots Sauvages, il était Wallace et Gromit de Netflix, le dernier qui est sorti. Il y avait un autre film Disney, si je ne me trompe pas, là-dessus. Bon, il n'était pas son art, parce que là, finalement, lui, Flo, c'est une production, je veux dire, un franco-belge-letton. Il est gars, Jean Tilbalodis, presque comme qui dit, je ne vais pas dire qu'il a fait tout seul parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il a fait les scénarios, la réalisation, la musique. Donc, ça a bien fait. Donc, un peu pour savoir les types de traits qu'il y a les films. Ah non, c'est pas du tout un pélican, pardon. C'est ce type de dessin qu'on trouve. Ça. Les oiseaux, c'est pas un pélican. Ah oui, il y avait un chien aussi, avec forcément la contradiction entre chien, chat, etc. Mais bon, qui devient forcément très ami. Cependant, à un moment donné, il trouve des autres chiens, c'est différent, parce qu'à un moment donné, ils font la bagarre, parce qu'ils persécutent les pauvres chats. Mais une fois qu'ils sont sur les bateaux, là, la bagarre, c'est pas la même. Et c'est les chats qui décident de sauver les chiens, finalement. Avec aussi tous les métaphores qu'on peut trouver. Il y a, et ça c'est l'exemple parfait que ça amène, c'est toute petite métaphore qui te rajoute entre les comportements, entre les espèces, entre tous les animaux qui sont dans les bateaux, qui se donne une très bonne métaphore des comportements humains, ou de qui il devait être sur certains points, les comportements humains, parce que finalement, les voyages, on pourrait résumer entre tout un autre tas de choses, mais l'entraide pour supérer l'obstacle. C'est finalement ça, c'est tous les animaux qui se sont réunis, ils se sont entraidés pour se sauver. Parce que s'ils seraient restés chacun dans son coin, ils seraient tous morts. Oui, bien sûr. Et au même titre, tous. D'accord. Et par exemple, le cas de l'oiseau, il est encore plus particulier parce que lui, en fait, il volait, donc lui, il n'était pas affecté pour ça, mais à un moment donné, il aide les animaux. Parce qu'il l'aide, et il est puni pour ses propres collègues, en fait, et il est obligé à naviguer avec eux. C'est un peu plus complexe que ça, mais bon, bref, il faut les regarder. Donc, comme cette concept de supériorité où ils ne sont pas affectés, pourquoi te mêler des affaires des 4 animaux qui sont dans l'eau, nous on peut partir en volant, on n'a rien à battre. C'est un peu comme ça, c'est un peu plus complexe, hein, je dirais, mais bref. Et finalement, cet oiseau, il devient un symbole mystique du voyage, pour plein de raisons. Et il s'attache spécialement à Flo, bon, je l'appelle Flo, mais ça ne s'appelle pas Flo, au chat. Au chat. Et j'ai vraiment apprécié. C'est une expérience cinéma, c'est une expérience que, dès possible, il faut la voir au ciné,
Ouais, c'est possible, ouais. si possible, mais tout de même, il faut la faire, cette expérience-là. Ouais. Et je n'aurais pas grand-chose à rajouter, hormis ça. Je trouve que c'est, pour une énième fois, même si je m'en fous des Oscars, je trouve qu'il est mérité, Ouais, qu'il y a un énorme travail derrière ça qui sont faits. Et qu'un petit film comme ça, il y a pas mal de choses à nous apprendre sur ça qu'on pourrait faire et ça qu'on pourrait être sur le cinéma, sur des choses si simples comme un film sans mots. Ouais. Parce qu'il y a de la musique, il y a de la musique, il y a des bruitages, il y a tout, mais il n'y a pas de mots. Pas un seul. Mais quand je dis pas un seul, c'est pas un seul, quoi. Tous les langues. C'est des animaux, ils ne parlent pas des langues. Et ça, c'est un truc que je trouve que c'est un très bon choix du film, entre des autres choses, beaucoup des autres choses. Et ça t'a fait avoir une expérience cinéma différente, une expérience où là, tu découvres le cinéma pas neutre, le cinéma qui essaie de te parler à travers les images, à travers la mise en scène, à travers les choix des plans, les choix des dessins, les choix des histoires qui sont mises dedans. Et pourquoi le cinéma, il a un langage propre à lui, qu'on essaye de chaque fois plus de nier avec tout ce tas de merde, genre Electric Estate. Complètement passé On t'explique le moindre geste qui est fait. Oui, il est tellement pensé, il doit être tellement pas agressif, il faut être tellement pas agresser personne d'un côté, ni droite, ni gauche, ni machin, ni patin. Donc à cette fois un truc complètement ignoble, parce que... insipide. Oui, c'est ça, parce que prendre la position, c'est parler de quelque chose, quoi. Même des fois dans les mauvaises positions. Parce que quand j'entends, par exemple, la dernière nouvelle, je sais pas si tu as vu ça, ça fait un peu, je ne sais pas si marré ou pas marré. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire le film de Starship Troopers. Mais là, moi, j'ai peur de comment ils vont le faire, en fait. Parce qu'ils disent qu'il va être juste au bouquin. Donc, si c'est juste au bouquin, c'est un pamphlet nazi, quoi. Littéralement. Autant voir la version bouquin de Running Man en film, là ça me tente bien. Autant ce projet-là, par contre. Non, ça me tente pas du tout, moi non plus. Parce que justement, Robert, son but avec Strange YouTube, c'était la faute. C'était de chier à la gueule à l'auteur, en fait. C'est ça. C'est foutre sa gueule loyalement. Bref. Que beaucoup de gens n'ont pas compris d'ailleurs. Ils ont pris ça pour un film pro-militariste, alors que clairement. Il y a des gens qui encore pensent que The Boys c'est un film à des droites, tu sais, c'est une série de droites. Donc, bon, voilà, le Homelander, oui, il est de droite. Oui, lui, il est de droite, mais justement, on est en train de critiquer. Bref. C'est comme on discutait à l'épisode précédent, les gens avec Fahrenheit 451. Ou avec George Orwell. Il y a tout un tas d'exemples. Tout le monde peut comprendre de travers. Ouais. Il y a tout un tas d'exemples qu'on pourrait prendre. Donc, bref, on parlait au moins sérieux. C'est un film. Flo, c'est un film bon enfant. C'est un film avec poétique. Que ce soit dans les images, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans la métaphore qu'elle explique, parce que c'est tout un tas de messages. C'est des métaphores poétiques, tout, je ne peux pas le dire autrement. C'est vraiment la façon qu'il s'exprime. Et que je conseille fortement de donner un deuxième sens à ce film. Je pense qu'encore il est dans les salles, donc à profiter. C'est un film à voir au cinéma. Les images, ils te remplissent l'écran, vraiment, les couleurs, ils sont frappants. C'est un film qu'on peut regarder pour moi de 5 ans à 120 ans. Je ne vais pas mettre des limites, je ne sais pas. C'est tout âge, mais tout âge, tout en référent, parce que forcément un enfant va voir les couleurs, va voir les chats, va voir les animaux. Il y a un adulte qui va voir ça, il va voir les métaphores, les rapports entre les personnages, les petits détails cachés en pleine des scènes, des petits ampoules pour comprendre l'univers et tout qui bouge, parce que vraiment tu vois qu'il y a un univers qui est réfléchi derrière ces images qui sont posées. Et voilà, je peux que vous conseiller
que le regarder, faites-vous votre propre avis. De toute façon, je vais le regarder avec mes fils, soit si pas au cinéma, je vais le reprendre en DVD. Ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est un film, oui, que moi, quand j'avais vu la bande-annonce, j'avais qu'une envie, c'était de les amener et je n'avais pas trouvé de séance qui allait bien avec et le travail et la possibilité d'y aller avec mes fils. Ouais. Et incroyablement, on va faire les programmes plus courts depuis longtemps. Ouais. On était fatigués. Ouais. Apparemment, il y a eu quelques problèmes techniques, donc s'il y a des coupures de bois, ben, je m'en excuse. J'essayais de corriger. Au pire, on retournera le truc. Hein. Ouais. Donc, non, on ne retournera pas, on va l'éditer tel quel. On verra, on assume nos erreurs, on les fait tout en live et avec nos propres erreurs. Et en plus, chacun sur notre style et sur notre façon de faire. C'est ça. Comme d'habitude, merci à tous que vous arrivez jusqu'à là. On apprécie les commentaires, on n'a jamais... Mais tant pis, on apprécie les commentaires. Laissez des quelques commentaires. C'est ça. Proposez-nous des idées si vous voulez qu'on parle de certaines choses. Tout à fait. Ou si on veut qu'on revienne, ou si vous avez des avis différents à ce qu'on a vu, n'hésitez pas. Voilà. C'est tout à fait juste. Exactement. On n'est pas des nazis des opinions. Absolument pas. Au contraire. Bien au contraire, je pense. Bah oui, oui. Moi, le nom que j'ai pris sur Internet, c'est suite à une remarque de... C'était qui C'était Raphaël, je pense. Raphaël, ouais. J'ai dit que je m'étais effondré, donc moi je me suis appelé le chroniqueur effondré, hein, voilà, c'est tout. Ça. Donc voilà, merci encore, et sur ce, je te donne les mots de la fin. N'oubliez pas que l'abîme vous regarde aussi. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao.